La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de B2B en partenariat toujours avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Aujourd'hui Vincent, nous explorons un nouveau domaine, le secours et le transport par hélicoptère, une activité technique vitale s'il s'agit de sauver des vies, mais qui a aussi besoin d'un modèle économique pour être pérenne. Nous allons en parler avec le directeur de la société valaisanne Air Glacier, Bernard Fogel. Bienvenue dans B2B. Merci, bienvenue, merci. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui pour démarrer l'émission Portrait. Bernard Vogel, si on résume votre parcours professionnel en 3 mots, ressort enseignement, poste de direction, politique aussi, les dénominateurs communs, le Valais, les sports de neige, y en a-t-il d'autres ? Non, je crois que ça c'est tout déjà dit, alors oui. C'est comme ça. On va vraiment remonter à votre première activité professionnelle, la toute première. Moniteur de ski, vous aviez 18 ans, dans la station de Unterberg, à 30 minutes de Sierre. Ce job, c'était pour l'amour de la glisse, pour financer aussi vos études ? Non, c'était plutôt pour financer les études. C'est-à-dire que j'étais au collège à Brigue. Alors comme ça, et comme je viens d'Unterberg, comme ça, on a eu cette opportunité de faire du ski un petit peu. Et après ça, j'ai fait un moniteur de ski pendant les vacances. Je crois que j'ai fait ça presque 10 ans. Mais c'était au plaisir. Si vous remontez à cette période, ces souvenirs de gros changements pour ce changement climatique, les pistes aujourd'hui ? Ah, bien sûr, là, il y a des gros changements. On n'a eu pas des canons de neige. On a dû faire ce qu'on a pu faire avec les machines de préparation de neige. Et quand il n'y a pas eu beaucoup de neige, on a dû faire aussi parcours avec des petits bus ou des trucs pareils. Alors c'était complètement différent, mais c'est comme ça. Il y avait déjà des hivers avec pas beaucoup de neige, vous voulez dire ? Il y a eu déjà des hivers, mais c'est plutôt neige venait un petit peu tard. C'est-à-dire vers le 24-25 décembre peut-être, mais aussi quelquefois, normalement, la station d'Unterberg a ouvert la station jusque mi-avril. Et là, fin mars, quelquefois, on n'a pas eu beaucoup de neige. Vous avez commencé avec ce travail, ce job à 18 ans, et 18 ans plus tard, vous serez président du conseil d'administration de la société de remontée mécanique Sportbanen Unterberg. Vous aviez la trentaine, presque la quarantaine. Comment ça s'est fait ? C'était votre premier ? Oui, c'était presque la quarantaine. Moi, j'ai commencé comme conseiller d'administration. Et à la fin, la dernière année, on a changé un petit peu la structure donc, du conseil d'administration. Et comme ça, j'étais une fois président de cette société. Entre-temps, après votre master en administration des affaires, allant à l'université de Saint-Gall, vous avez enseigné dans 2 écoles professionnelles différentes pendant 7 ans, des postes à mi-temps. Pour vous, c'était transitoire ? Vous auriez pu envisager une longue carrière dans l'enseignement ? Non, je crois pas. Ça, c'est aussi par hasard. Mon père, il était directeur de l'école professionnelle à Brigue. Et comme ça, quelquefois, eux, ils cherchaient des gens pour enseigner, pour faire des différents trucs là. Alors comme ça, j'ai enseigné à Brigue, à Viège. Et à Viège, c'était des cours mathématiques pour ceux qui allaient au technicum. Ça veut dire, maintenant, c'est un petit peu les autres écoles comme à Lucerne ou comme ça. Et là, j'ai gagné un petit peu d'argent pour les études, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'enseignement ? C'est de regarder comment les gens ils réagissent aux différents défis qu'ils ont pendant les cours. Parce que j'ai donné aussi des cours à Berne, au lycée, gymnase, lycée à Berne. Et là, j'ai donné droit économique politique. Et comme ça, là,
on pourrait faire beaucoup de trucs en disant maintenant on prend la théorie et on prend un petit peu la pratique, comment les gens réagissent sur ces différentes choses-là. Et c'était assez intéressant. Bernard Vogel, l'an passé, on apprenait que la société Selecta imaginait un distributeur capable vraiment de reconnaître chaque consommateur et consommatrice grâce à son visage pour proposer des produits de manière vraiment ciblée, quel que soit le point de vente. Vous avez travaillé pour Selecta. Vous êtes arrivé en 1995 et vous êtes rapidement devenu directeur de succursale dans différents cantons suisses. Quelle était la technologie à l'époque, juste avant les années 2000, dont on parlait chez Selecta, à introduire dans des machines ? Alors c'était complètement différent. Point de vue Internet, des trucs comme ça n'existaient pas. Il n'existait un paiement sans cash, ça veut dire avec une sorte de clé ou une sorte de carte. Ça existait déjà, mais c'était difficile de faire les connexions entre les différents distributeurs. Aussi là, entre guillemets, pour donner un exemple, on était 3 différents chefs des succursales, Zurich, Berne, moi, Enzingen, et on a demandé de faire un cours Internet. Alors, c'était complètement différent. Alors, là, ils ont dit, ouais, peut-être c'est pas si nécessaire. Un cours Internet, ça veut dire quoi ? C'était pour comprendre comment on cherche les choses, comment on utilise l'Internet. C'est ça. Et vous aviez déjà l'idée de l'intégrer dans les distributeurs Selecta ? Ça, c'était un autre département qui a eu l'idée de faire plus en plus, d'intégrer les différentes choses. Parce que dans Selecta, c'était toujours la problématique avec les distributeurs, avec des produits frais. Si on devrait, entre guillemets, lancer les produits dans le poubelle, c'est une perte. Alors comme ça, si on pourrait mieux voir comment ça se passe, comme ça, on pourrait changer un petit peu les produits dans les distributeurs. Mais c'était une idée, mais point de vue de la technologie là derrière, l'infrastructure, ça n'existait pas. C'était encore que les débuts. On continue à revenir vers notre époque actuelle. En 2000, vous allez devenir directeur général d'Air Zermatt, une compagnie fondée en 1968 par Beat Perren, considérée comme un pionnier de l'aviation en Valais, tout comme Bruno Bagnou, qui lui est à l'origine de la compagnie Air Glacier que vous dirigez aujourd'hui. De très fortes personnalités. Comment est-ce qu'on fait sa place à côté de ce genre d'entrepreneur quand on arrive ? Alors peut-être dans l'année 2000, Air Zermatt a eu quelques difficultés, point de vue financier, point de vue tout ce qui se passe, l'organisation. Et ma tâche principale était de pérenniser l'entreprise, d'organiser un petit peu les différents processus. Et point de vue là, j'ai toujours eu un très bon contact et lien avec Beat Perren. On a discuté assez souvent point de vue les différentes choses là. Comme lui, il vient plutôt de la pharmacie, des trucs pour le sauvetage. Et moi, je viens d'économie. Alors comme ça, il y a 2 différentes visions de voir les choses. Et comme ça a assez bien passé. Mais c'est clair, on n'était pas toujours d'accord entre nous, mais on a pu discuter ça assez bien avec le conseil d'administration, avec lui, avec les collaborateurs, et comme ça, c'est bien passé. Vous êtes bien entendu dans cette rigueur, d'une part, rigueur que vous avez acquise en partie dans vos études à l'université de Saint-Gall, qui est réputée justement pour cette rigueur dans la gestion des affaires, la rigueur de l'aviation aussi. Non, ça c'était quelque chose, un domaine que je connaissais pas du tout. Mais c'est clair, entre guillemets, quand on gère une compagnie, les détails, ça veut dire les détails, point de vue de la machine, comment on doit fixer les différentes choses ou comment on doit voler, ça c'est pas mon job. À cause de ça, on a des bons collaborateurs qui savent faire. Et l'autre, c'est l'organisation là derrière et les contacts avec l'Office fédéral de l'aviation. C'est un petit peu ces trucs. Mais à cause de ça, entre guillemets, dans les 11 ans que j'étais là, j'ai quand même appris beaucoup pour avoir l'aviation, c'est clair. Un mot de la politique, vous avez siégé au Grand Conseil valaisan entre 2009 et 2011, sous la bannière du PDC, qui est devenu le Centre en 2020. Quel était votre principal objectif en rentrant en politique ? Le principal objectif, c'était point de vue l'économie et le tourisme. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, pour avoir vu le job et pour avoir vu les choses que je fais à côté.
Et malheureusement, j'ai dû quitter le Grand Conseil parce que j'ai pris un autre poste au sein du canton. Ça veut dire que c'est un établissement autonome, mais c'est quand même... La caisse cantonale de la caisse compensation. cantonale, C'était incompatible d'avoir les deux. Exactement. À cause de ça, j'ai dû quitter le Grand Conseil. Vous C'était aviez un petit peu dommage. 170 personnes sous vos ordres environ, à la caisse cantonale de compensation, une dimension sociale avec la gestion de l'AVS, de l'AI sur le plan cantonal. Qu'aimiez-vous dans ce travail ? Alors là, c'est aussi l'idée un petit peu que quelqu'un d'extérieur vient dedans pour que regarder comment on peut faire, point de vue le service clientèle, point de vue les processus, tous ces trucs-là. Et comme ça, j'ai pu faire beaucoup de choses, point de vue l'accueil des clients, c'est-à-dire de déjà mettre le terme client dans l'esprit des collaborateurs, parce que c'est clair, entre guillemets, si quelqu'un il travaille pendant 20 ou 30 ans dans un établissement administratif, c'est clair, pour lui, c'est le travail administratif qui compte. Et à la fin, il oublie un petit peu le client. Et là, derrière, il y a quand même les gens qui aimeraient avoir quelque chose, sont quand même des clients. Et point de vue les thèmes dans une caisse de compensation, tout le monde dit toujours pourquoi tu as fait des trucs pareils, c'est ennuyant. Mais il faut regarder, il y a 10 législations cantonales et 10 législations fédérales. Et comme ça, il y a une vaste des thèmes qu'on doit traiter dans une caisse de compensation. Et sachant que chaque canton est un petit peu différent. L'année de la pandémie, vous voilà de retour dans l'aéronautique, cette fois aux commandes d'Air Glacier. On est venu vous chercher, vous avez postulé ? Alors là, l'histoire est assez simple. Philippe Perren, le fils de Beat Perren, est le président du conseil d'administration d'Air Zermatt, que je connaissais déjà avant. Il m'a téléphoné en décembre en disant on a l'opportunité d'acheter les actions de Bruno Bagnon. Et Bruno Bagnon était l'actionnaire principal d'Air Glacier. Mais on a des problèmes, point de vue gérer la boîte et point de vue que la compagnie n'allait pas tellement forte. Alors comme ça, ils m'ont demandé de venir et à la fin, on a discuté un petit peu ensemble. On a regardé, point de vue, les idées stratégiques, s'ils sont en plus ou moins similaires. Et comme ça, j'ai accepté de faire ce challenge. Sans l'expérience Air Zermatt, vous l'auriez fait, vous l'auriez pas fait ? Non, c'était c'était trop difficile. Si quelqu'un qui n'a pas eu des expériences dans l'hélicoptère, dans l'aviation, avec des circonstances assez difficiles, ça serait très difficile pour quelqu'un d'autre. Bernard Fogel, dans cette deuxième partie de B2B, nous allons parler du modèle d'affaires d'Air Glacier. Vous venez de l'évoquer, l'entreprise a eu des hauts et des bas. Une entreprise qui est connue par ceux qui ont été secourus par elle, par exemple après un accident de ski. C'est une activité qui est aussi saisonnière, il n'y a plus d'activité pendant la saison hivernale. En 2020, on l'a brièvement évoqué, la société est passée sous le contrôle d'Air Zermatt, qui sert la partie germanophone du Haut-Valais, donc, mais les deux entreprises sont gérées de manière indépendante. Quand vous la rejoignez, l'entreprise, à cette époque, donc, c'était à peu près 28 millions de francs de chiffre d'affaires, un peu moins au total de 146 employés. Il a fallu la restructurer. Aujourd'hui, où en est l'entreprise Air Glacier ? Alors, on a pu faire que l'entreprise est saine, on peut dire ça, encore faible, mais saine. Alors, point de vue des changements stratégiques, on a vendu une base au canton de Neuchâtel, on a vendu les drones, on a vendu les avions. Comme ça, on a se concentré que sur les hélicoptères. Et point de vue là, ça a donné maintenant un petit peu les résultats. En termes d'emploi, aujourd'hui, c'est combien de personnes ? C'est environ 110. 110. Est-ce qu'on peut expliquer le modèle économique d'Air Glacier ? J'ai évoqué l'activité de secours, le sauvetage. Il y a d'autres opérations privées aussi qui sont faites. De quoi sont faites finalement les recettes d'Air Glacier ? Alors, principalement, Air Glacier est fondé pour faire du sauvetage. Et comme ça, on fait du sauvetage.
On fait du sauvetage dans différentes bases, parce qu'il faut voir, on est situé à Gampel, en Haut-Valais, à Sion, à Colombey, Lézin, Saanen et Lauterbrunnen. Et à Sion et à Lauterbrunnen, on fait 24 heures, 7 jours, pendant toute l'année. Et à Saanen et à Colombey, on fait pendant l'hiver et à Colombey aussi pendant l'été. Alors comme ça, faire du sauvetage, c'est quelque chose de très important pour nous. On a aussi la voiture SMUR à Sion, c'est-à-dire tout ce qui est lié au premier secours en voiture avec les médecins, c'est nous qui gérons ça. Et qui paye pour ces services? Qui paye ces services Alors ça, c'est le SMUR est subventionné une part par le canton et les recettes que les patients y payent. Ça, c'est un petit peu ce modèle. Et pour les hélicoptères? Pour les hélicoptères, là, on n'a pas des subventions. Il n'y a pas de subvention pour les hélicoptères. Ça veut dire il y a des tarifs qui sont négociés à l'échelon suisse. Ça veut dire tous les entreprises qui font du sauvetage héliporté ont un même prix. Est-ce que c'est 40 francs la minute de vol, c'est ça ou c'est un autre... Non, c'est plus. C'est plus? C'est 100 francs. Là. 100 francs. C'est 100 francs, environ. 40 francs, c'était pour le transport de matériel? C'est le transport du matériel, exactement. Et c'est des autres machines, normalement. Oui. Ça change un petit peu. Aussi, point de vue de l'équipage, il faut toujours regarder que dans un hélicoptère de sauvetage, il y a le pilote, il y a le médecin, il y a le paramédic et souvent guide sauveteur. Et les guides sauveteurs sont chez nous, engagés chez nous, et qui sont toujours aussi là quand il y a des interventions techniques, des avalanches, des crevasses, des trucs pareils. On a nos gens qui peuvent faire ça. Donc ça veut dire que dans votre structure, il faut un nombre minimum d'interventions par saison pour rentabiliser le matériel? C'est ça, exactement. C'est combien ce nombre minimum? Alors ça change, entre guillemets, toujours un petit peu aussi, point de vue les différentes saisons. On a différents volumes d'intervention et différents volumes de machines qui sont en stand-by ou qui font la permanence. Ça veut dire en hiver, on a jusque 5 machines en Valais et 2 machines en Berner Oberland. Alors comme ça, on devrait quand même dire que vers 3000 interventions, c'est quelque chose que ça devrait être bon pour nous. Sachant qu'une année, c'est pas comme ça, l'autre année, c'est différent. Une flotte composée de 13 appareils, selon votre site internet. Quelle est la durée de vie d'un hélicoptère et en combien de temps d'opération est-il rentabilisé? Alors, à ce moment, peut-être sur l'Internet, c'est pas tout à fait juste. À ce moment, on opère 11 écureuils monomoteurs et 4 EC-135. Alors, la vie d'un hélicoptère, ça dépend les pièces détachées. Ça veut dire, si je reçois des pièces détachées, je peux avoir toujours l'hélicoptère jusqu'à 50 ans. Si on regarde le Lama, on a vendu le Lama à 21, le dernier Lama, et ce Lama était construit dans les années 70. Les constructeurs jouent le jeu ou il y a une forme d'obsolescence programmée? Le constructeur joue le jeu jusqu'à un moment. Et après ça, c'est terminé. Et comme ça, il faut chercher, par exemple, tout ce qui est turbine, tout ce qui est des autres pièces, s'il y a un fournisseur qui est accrédité, qui peut faire un renouvellement du pièce, alors comme ça, on peut voler encore. Mais ces pièces, on ne peut pas acheter quelque chose dans Migros ou Coop. C'est pas possible. Donc pas de prévision à long terme sur la vie de ces hélicoptères? C'est 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça dépend. Mais vous êtes prévenu par les fabricants avant l'arrêt des pièces? Oui, ça, c'est clair. On est prévu qu'eux, ils font plus ou on produit plus. Et pour avoir les pièces détachées, il y a encore 10 ans qui fournit. Certaines compagnies aériennes louent des avions. Peut-on faire la même chose avec des hélicoptères? Oui, on peut faire la même chose. Notre idée de base, c'est de ne pas louer des hélicoptères, d'avoir des hélicoptères nous-mêmes. Parce que comme ça, on sait qu'est-ce qu'on peut faire avec les machines et on peut faire les changements nécessaires si on a
par exemple, il y a toujours l'idée que la flotte reste la même. Ça veut dire quand un pilote il rentre dans une machine ou dans une autre machine, les instruments, le fonctionnement, c'est plus ou moins la même chose. Et si on loue une machine, on ne peut pas changer ce qu'on veut faire. Et c'est aussi modèle économique. Je ne veux pas donner l'argent à quelqu'un d'autre. Je veux regarder donner de l'argent à nous-mêmes. On a évoqué le sauvetage. Dans votre chiffre d'affaires, le sauvetage, ça représente quelle proportion? C'est environ 45%. Et le reste, alors, c'est fait de Le quoi? reste, c'est, si on peut parler aussi du sauvetage encore, c'est quelque chose, c'est la carte de sauvetage. Alors comme ça, on a une carte de sauvetage qui couvert des différentes frais qu'un patient peut avoir. Ça veut dire si la caisse de maladie ne paye pas tout, nous, on prend en charge du reste. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est tout ce qui est s'appelle aerial work, ça veut dire le transport du matériel. Ça veut dire on fait du transport du béton, du bois, la construction des remontées mécaniques, la construction des antennes, tout truc. L'agriculture aussi? Et ça c'est notre truc, ça c'est le spray, on appelle ça le spray, l'épandage des vignes et des apricots. Ça, on fait toujours avec 3 machines. Ça veut dire qu'on a déjà commencé cette année avec les apricots, parce que on doit faire ça assez tôt. Et dans quelques semaines, on va commencer avec les vignes. Forte concurrence des drones sur cette activité-là? Là, il y a une forte concurrence des drones, oui. Sachant qu'à ce moment-là, nos prix sont meilleurs que les prix de drones, mais il y a toujours aussi, point de vue avec les drones, l'idée là derrière, d'essayer de faire quelque chose de différent pour voir est-ce que les drones fonctionnent de la même façon que les hélicoptères. Sachant que l'avantage des hélicoptères, il est beaucoup plus vite. Et aussi, point de vue, les produits bio que nous, on utilise, parce que c'est pas d'autres trucs qu'on peut utiliser, ça rentre aussi au-dessous des feuilles. Parce qu'on a assez vent en dessous du hélicoptère. Comme ça passe en dessous. Ça, c'est un petit peu les désavantages des drones, parce qu'eux, ils ont moins de souffle. Et comme ça, les produits, quand il y a beaucoup de feuilles, ils ne rentrent pas dedans ou sur les raisins. Mais vous êtes optimiste, vous pensez que vous allez résister à la concurrence des drones pendant encore un moment? Là, je suis optimiste parce que je suis sûr que point de vue différents terrains, c'est encore l'outil meilleur et plus vite qu'on peut s'imaginer. 2 sujets avant de terminer cette deuxième partie. Le sauvetage, ça fait aussi l'objet d'une concession qui est accordée à Air Zermatt et Air Glacier. Il y a un recours qui a été lancé au début de l'année de la Rega contre l'attribution de cette concession. Vous savez où en est la procédure? Alors, la Rega a fait recours et maintenant c'est le Conseil d'État qui doit se déterminer point de vue la décision du l'OCVS, l'organisation cantonale qui donne les mandats. Donc, c'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé, non. Et dernière question, un autre enjeu, c'est celui de la durabilité. Est-ce que vous savez combien de CO2 émet un vol et comment est-ce que vous essayez de limiter cette émission de gaz à effet de serre? Alors ça, c'est un bon thème parce qu'on est déjà depuis une année en train de réfléchir comment on pourrait faire. On va avoir ce samedi une séance du conseil d'administration, que ça va être un thème. Alors là, il y en a quelques tonnes que nous, on verse CO2. Et là, on est en train de chercher une solution pour compenser le CO2. L'idée là derrière, c'est... il y a 2 différentes façons qu'on peut faire. Ça veut dire on peut regarder avec une entreprise qui fait que ça. Ça veut dire on paye quelque chose par tonne. Et eux, ils font des projets où on fait quelque chose nous-mêmes et on cherche des projets pour aider la compensation du CO2. Alors là, on n'a pas encore fait les décisions nécessaires. L'idée là derrière, c'est clair. Si on veut faire des compensations, on veut faire où on travaille. Ça veut dire dans le Valais ou dans Nobel-Land-Père-Noir. Pas à Ça, l'étranger. c'était l'idée.
C'est-à-dire que vous ne proposez pas à l'heure actuelle à vos clients la possibilité de compenser financièrement un vol privé. Il y a des gens qui aimeraient, et là, on propose qu'ils peuvent payer un montant X, et comme ça, on donne une entreprise pour qu'ils investissent dans des projets. Mais on n'a pas encore communiqué parce que c'est une solution intermédiaire. Bernard Vogel, on le sait, vous êtes passionné par les jeux de cartes. Vous l'avez expliqué en préparant cette émission, particulièrement le bolchevique. Vous faites même partie d'un club. Et ce soir, si mes informations sont bonnes, vous allez disputer une manche importante. On peut se préparer avant un gros match ? C'est difficile de se préparer parce que c'est quand même les cartes qui indiquent si on a des bonnes cartes ou pas. Et si le partenaire comprenne les mêmes choses que on a dans la tête, et quelquefois on a des idées dans la tête qui ne sont pas justes, et comment les adversaires se comprennent. Alors ça, il y a différentes influences. Un jeu de cartes très bien, mais à combien de centimes jouez-vous le point, à moins que vous ne jouiez jamais pour de l'argent? Normalement, je joue pas pour l'argent. Alors, point de vue là, c'est clair, on joue pas pour l'argent, on joue pour l'honneur, entre guillemets. Une compétition, un match, vous avez une heure limite ou vous pouvez jouer jusqu'au bout de la nuit ? Jusqu'au bout de la nuit. Ça veut dire on fait 2 fois par mois, et 5 matchs, et on commence vers 7 heures. Et si on peut terminer à 11 heures, c'est bien. Si on termine à 1 heure, heureusement, ça a duré si longtemps. Qui vous a appris à jouer? Vos parents, vos grands-parents, des amis? Mon père m'a renseigné ou m'a donné un petit peu la possibilité de jouer aux cartes. Mais on n'a pas joué bolchevique à la maison. Il faut absolument rester parfaitement concentré, ou est-ce qu'on peut s'autoriser une bière, un whisky, une vodka pendant un bolchevique ? Si on veut gagner, il faut être concentré. C'est le secret, ça. Comment est-ce qu'on fait pour rester concentré jusqu'à 1h du matin? C'est aussi, entre guillemets, l'expérience. Ça veut dire, plus qu'on a d'expérience, plus facile c'est de se concentrer. Ça veut dire, si vous commencez aujourd'hui à jouer ce jeu-là, après 1 heure, vous êtes déjà fatigué. Parce que vous devez vous concentrer, parce que les chiffres signifient des valeurs des cartes. Ça veut dire 10 c'est un bourg, 5 c'est un L. Alors, vous devez savoir assez facilement qu'est-ce que ça signifie, les différents chiffres. Et si vous devez toujours vous rendre compte à ce que ça veut dire et compter avec les mains, comme ça vous êtes plus fatigué. On vous souhaite bonne chance pour ce prochain match. Merci beaucoup, Bernard Vogel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On va se retrouver la semaine prochaine pour faire connaissance avec de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.